Dans cette deuxième partie sur la philosophie politique de Charles Taylor, nous allons nous concentrer sur la dimension individuelle, le développement de ce cheminement de sa conscience dans la dimension individuelle et dans la dimension collective. Dans la dimension individuelle, on peut le comprendre assez facilement avec l'exemple que j'ai donné dans la vidéo précédente, dans la première partie autour de Charles Taylor, à savoir principalement que l'exercice de ce cheminement pour revenir ou pour découvrir ou pour générer des sources du moi, c'est-à-dire pour générer de l'origine à soi, pour générer donc des sources du moi, en fait est un mouvement de cheminement, un mouvement d'émancipation, mais principalement aussi un mouvement de d'ouverture par lequel le sujet se singularise, c'est-à-dire le sujet se rend unique dans l'expérience, dans le champ d'expérience humaine qu'il peut vivre et qu'il peut faire valoir et qu'il peut porter. C'est-à-dire que le sujet, dans la dimension individuelle, le sujet singularise son humanité, singularise l'être humain qui est en lui, et c'est-à-dire singularise, rend unique une manière d'être en humanité. L'être de l'humanité qu'il pose, l'être de son être humain, se singularise, se rend propre à lui-même, précisément parce qu'il intériorise, c'est-à-dire il conscientise comme une norme d'existence, une manière de cheminement, une manière de se trouver, de se retrouver ou de se créer. Voilà sans doute la définition la plus précise à laquelle nous sommes parvenus de ce mouvement d'intériorisation sur le plan individuel. Sur le plan de la collectivité, eh bien, se joue finalement un même processus d'intériorisation des normes d'existence collective. Et donc, il s'agit de comprendre comment est-ce que l'appartenance à une communauté, un sentiment d'appartenance à une communauté, des pratiques d'appartenance à une communauté me permettent, par l'intermédiaire de la communauté, de continuer, de soutenir, de persévérer dans la dynamique de ce cheminement et de ce fait-là aussi de permettre à la communauté de pouvoir elle-même persévérer dans cette dynamique, dans ce cheminement, dans une forme de progression, de développement à soi, précisément par l'ensemble des interpellations qu'on pourrait lui faire valoir à cette communauté-là, hein, d'être un agent critique, mais d'être aussi un acteur et un agent de la communauté, un support, un soutien de cette communauté. Mais Taylor nous dit, il existe aussi dans la dimension individuelle et dans la dimension communautaire un double risque, un risque sur le plan individuel et un risque sur le plan communautaire. Ce risque, ça c'est la manière dont nous le qualifions, c'est une réduction ontologique. Une réduction ontologique, c'est-à-dire réduire l'être, mais aussi réduire les possibilités d'être, passé, présent et futur, à moins que ce qu'elles peuvent être. C'est réduire un sujet à certaines de ses dimensions uniquement et pas à tout le champ de possibilités existant ou pouvant encore exister qui pourrait le concerner. Ça, c'est la réduction ontologique. C'est réduire un être à moins que ce qu'il est. Et donc cette réduction ontologique, on peut la comprendre sous l'angle des deux dimensions individuelles et collective, communautaire. Sur le plan individuel, ça prend une forme particulière chez Charles Taylor, qui est de dire il y a un risque pour l'individu dans les sociétés contemporaines que nous connaissons, il y a un risque pour l'individu de quelque part se perdre dans une forme d'hédonisme superficiel, c'est-à-dire de perdre la teneur et toute cette puissance qu'il y a dans le cheminement pour retrouver ou générer ou créer ces sources du moi qui permettraient à ce sujet-là d'être porteur et de faire valoir sa manière d'être en humanité, sa norme d'existence propre à lui ou à elle. Il y a un risque de perdre toute cette très belle possibilité, cette expérience humaine propre à la personne justement, si la personne se perd, se confond, se méprend dans une forme d'hédonisme superficiel, c'est-à-dire finalement dans une sorte de quête d'un plaisir anodin, sans teneur, peu profond et donc superficiel, d'un plaisir qui ne permettra pas à ce sujet de précisément s'approfondir, s'appesantir sur son existence
comme possibilité d'une manière d'exister humaine. Ça, c'est le risque d'un réductionnisme, d'une réduction ontologique sur le plan individuel. Et donc, le revers de la médaille, cette fois-ci du côté de la dimension de la collectivité, de la dimension communautaire, et ça c'est quelque chose qu'on peut connaître aussi en Belgique, hein, le communautarisme et les risques du repli communautaire. Voilà donc quelle est cette deuxième réduction ontologique, le repli communautaire. Pour Taylor, le repli communautaire, c'est ce moment où la communauté finit par se cristalliser dans une définition, une représentation d'elle-même, des postures et des pratiques qui l'empêchent de maintenir ouverte la relation à elle-même comme une progression, c'est-à-dire aussi une capacité à se modifier, à s'adapter, à se contextualiser, mais aussi qui restreint ou condamne toute forme d'ouverture à d'autres communautés, c'est-à-dire à des communautés considérées comme distinctes de cette communauté-là. Et donc, le réductionnisme ontologique sur le plan communautaire, sur le plan collectif, va se traduire principalement par une forme d'intolérance au changement, d'intolérance à ce qui va être maintenant qualifié comme différent, d'intolérance donc à tout ce qui sort finalement de cette définition circonscrite dans laquelle cette collectivité finit par s'enfermer et se replier sous une forme donc d'exclusion ou d'auto-exclusion, hein, puisqu'elle est là à son propre principe d'exclusion du reste du monde, ou d'une partie du monde, peu importe ici. Donc, ce que Taylor essaie de faire, puisque c'est un philosophe politique, il essaie de penser les conditions qui doivent nous permettre, sur le plan politique, en termes d'une philosophie politique, hein, les conditions qui doivent permettre à une société de pouvoir assurer le développement de ce fait universel qu'il reconnaît dans toute l'humanité, à savoir la différence, et donc de travailler à une politique, à une philosophie politique, hein, qui s'inspire de principes, donc qui doit permettre aux personnes d'être reconnues dans leurs différences ou d'être reconnues dans la possibilité de pouvoir être différentes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une philosophie politique qui doit permettre aussi d'être reconnu dans sa différence ou de pouvoir être reconnu dans la possibilité de sa différence, mais de pouvoir aussi avoir le droit de l'exercice de sa différenciation, c'est-à-dire d'avoir le droit de pouvoir travailler à cette singularité, d'avoir le droit de pouvoir se singulariser, d'avoir le droit de porter une manière d'être en humanité qui soit différente de toutes les autres, mais qui puisse être dans la rencontre aussi avec toutes les autres. Voilà donc les deux principes fondamentaux de cette philosophie politique qui doivent en quelque sorte inspirer les sociétés pour Charles Taylor en vue de favoriser une forme de pluralisme, c'est-à-dire en fait une forme de, de, de tendance qui doit être garante de ce fait premier, permettre à ce fait premier de pouvoir persister, c'est-à-dire le fait de la différence. C'est intéressant que ce fait de la différence, Taylor ne le pose pas comme un objectif à atteindre, c'est-à-dire c'est pas un élément qui pourrait être idéal ou utopique, ce droit à la différence. Enfin, il le reconnaît comme un fait. Donc, c'est-à-dire que pour lui, c'est indubitable. C'est pas un élément qu'on va discuter, la différence. C'est un élément, si on ouvre les yeux et qu'on regarde devant nous, c'est un élément empirique, un fait empirique. C'est un fait observable et partout observable. C'est très intéressant parce que ça déplace complètement la démarche. C'est plutôt de dire, il existe une réalité qui est celle de la différence. Comment, dans notre humanité, assurons-nous, et dans nos sociétés humaines, assurons-nous que ce droit à la différence puisse être reconnu, ce fait de la différence puisse être reconnu comme un droit à être reconnu dans sa différence ou dans les possibilités d'être différent, et comment est-ce qu'on peut travailler à offrir des droits qui permettent aux personnes d'exercer leur singularité, d'exercer leur acte de différenciation, c'est-à-dire de préciser leur champ d'expérience humaine. C'est extrêmement important pour tout ce qui va être lié à des questions d'inclusion, de participation sociale lorsqu'on a des personnes qui vont être en situation de handicap. Vous savez, les chiffres peuvent un peu varier, mais vous avez des chiffres qui varient entre 70 et 90%, dit-on,
des handicaps qui sont invisibles. Donc, c'est-à-dire que la majorité des personnes en situation de handicap ou des handicaps sont non visibles, mais pourtant réels. Et donc, c'est très intéressant de considérer que, par exemple, c'est une personne que j'avais l'opportunité de faire intervenir généralement dans le cadre de mes cours, une personne qui a reçu tardivement un diagnostic du trouble du spectre autistique. Et quand on écoute son témoignage très profond, très fort et toujours très touchant, eh bien, elle fait valoir que par l'intermédiaire de l'art, le trouble du spectre autistique n'est plus nécessairement, elle ne nie pas les besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir autour du trouble du spectre autistique, hein, mais n'est plus nécessairement vécu comme un handicap ou comme une déficience d'être ou comme un dysfonctionnement, mais davantage vécu un champ d'expérience, comme un champ d'expérience propre à l'intérieur duquel elle peut trouver une forme de développement. Et elle insiste sur le fait, quelque part, c'est le rapport à la collectivité aussi, de l'individu à la collectivité aussi, si on veut essayer de mobiliser Taylor pour comprendre. Elle expliquait aussi, il y avait d'autres témoignages de personnes qui avaient été diagnostiquées tardivement du trouble du spectre autistique, qui expliquaient qu'en fait, leur trouble pour elles, dans la manière dont elles le vivaient à titre individuel, n'était pas un dysfonctionnement. Il y avait certes des besoins spécifiques, mais c'était pas un dysfonctionnement. Ce qui fait que ce mode de fonctionnement était dysfonctionnant, c'est parce qu'en fait, il était en rapport avec un autre mode de fonctionnement qui était un- les modes de fonctionnement généraux qu'on trouve dans la société. Donc, ce qui fait il y a quelque chose qui est dysfonctionnant donc qui crée une forme de déficience, de handicap dans le trouble du spectre autistique, c'est peut-être pas le trouble en lui-même, c'est davantage la relation que les personnes ont et qui vivent ce trouble dans le rapport à d'autres formes de fonctionnement. C'est là que se trouve l'élément handicapant. Oui, c'est un propos qui mérite de la nuance évidemment, mais je trouve intéressant de penser de déplacer la question de handicap de la personne sur effectivement une situation de handicap. Mais de nouveau, vous voyez bien comment est-ce que le rapport de l'individu et de la collectivité ici peut être pris en compte. On clôturera sur cet exemple notre itinéraire qui s'attardait ici présentement sur la philosophie politique de Charles Taylor et on continuera donc avec Hannah Arendt.